très content d'être reçu chez toi l'autre jour, Oui. parce que j'ai découvert un écrin. Il date de quand cet écrin-là, cette propriété-là? Alors en 2013, cette maison a été construite. Donc elle a quand même connu les deux guerres. Et en 93, En 1913. oui, pardon, en 1913. D'accord, c'est 2013. Elle a connu les deux guerres en 2013, heureusement, il n'y a pas encore eu de guerre. 1913, Et mon mari, moi, on est rentré là et on a été sous le charme de la propriété. Mais voilà, c'était beaucoup trop cher pour nous. Et puis j'étais enceinte. On était dans un 50 mètres carrés à XL et on s'est dit qu'il fallait absolument trouver un écrin. Et c'était cet écrin-là, mais la négociation a duré presque le temps de la gestation, si je peux dire. Et le jour de mon anniversaire, je suis arrivée chez l'ex-propriétaire, M. Van Metten, et qui m'a dit ah ben voilà, j'ai un cadeau pour vous. Et il avait une bouteille de champagne, des After Eight. À l'époque, j'adorais les After Eight, il le savait parce que je venais là tous les vendredis pour lui dire allez, M. Van Metten. Et il a cédé. Il a cédé parce que ça ne l'arrangeait pas de continuer à faire des allers-retours entre la Hollande et la maison. Et on l'a acquise et tout de suite on a essayé de la garder dans son jus. C'était un manège avec au fond un atelier. Donc l'atelier existait déjà? L'atelier existait mais c'était le manège. Donc il y avait des habitations, un peu des baraquements autour. Et le fond du jardin était une piste d'équitation et le petit lac, enfin la petite mare plutôt, était la fosse à purin. Que mon mari et moi, qu'on a fait nettoyer, on a installé une bâche en PVC et on a mis de l'eau dedans et on a tout fait nous-mêmes. Et alors on a introduit une demande de reconstruction pour l'habitation du fond parce qu'elle avait brûlé malheureusement avec un cheval dedans. Visiblement le groom avait une cigarette et dormi au-dessus et ça ne s'est pas bien passé. Donc c'était en fait une habitation avec le ciel béant. Et on l'a retapé parce que entre temps l'enfant que je portais avait 5 ans et marchait à 4 pattes, on ne sait jamais, c'était dangereux. Et je l'ai reconstruite vraiment dans l'état dans lequel elle était. Mais on a fait l'objet d'une dénonciation signée par 8 personnes, pétition de délation. En fait, par la suite, j'ai appris que c'était mes 8 voisins qui portaient plainte contre moi parce que je retapais ce bien. Mais bon, soit, finalement, les choses ont voulu que ça devienne mon atelier. Et très vite, j'ai commencé à faire des chevaux dedans. J'adorais les chevaux, mais je les ai faits avec fureur. Et donc, c'était assez drôle. Parce qu'il y avait un cheval qui avait péri dedans, je ne sais pas. Mais ça n'a certainement rien à voir parce que je dessinais des chevaux. Tu avais fait de l'équitation déjà auparavant? Oui, je suis une folle de chevaux. Oui. Je montais à cheval beaucoup, je courais à cheval, je hennissais, on jouait cheval, enfin bref. J'ai lu tous les livres à propos des chevaux, donc j'adorais ça. Et monter à cheval, c'est très particulier parce que dans la nature, on a une sensation qui double. On a la perception du cheval, qui parfois sursaute avec un animal et on est dessus, donc on sursaute 2 fois plus. Et surtout avec à cheval, on peut approcher les animaux beaucoup plus près parce qu'ils ont moins peur. Donc j'ai sillonné des endroits avec mon cheval que j'ai fini par recevoir de mon beau-père. J'ai sillonné la baie de Somme dans tous les sens en me perdant. C'était le cheval qui me ramenait. Puis voilà, c'était du pur bonheur. J'ai nagé avec mon cheval. La Camargue, tu connais? Je connais, mais j'ai jamais monté à cheval en Camargue. D'accord. Non, jamais. Mais je connais Crin Blanc, c'était ma Bible à l'époque, et j'ai beaucoup pleuré quand le cheval s'en va dans la mer. Je ne sais pas, je pense cheval, je pense Camargue, mais je pense taureau. Ah oui. Et parce que j'ai en mémoire aussi les magnifiques taureaux peints, mais par Calatrava. Ah oui. Qui sont magnifiques, je vais dire. Ah oui, mais c'est sublime. Moi, j'ai plutôt approché le taureau par Séville, parce que j'étais à un moment donné dans les luttes, d'abord de corps humain, et puis ça a été de l'homme, la nature, comment il la traite. Donc ça a été le palio, puis ça a été les tauromachie, ça a été des luttes des talons, ça a été toujours des luttes, des espèces de duels. Et en l'occurrence, la tauromachie m'intéressait très fort, parce que petite, j'ai assisté à une tauromachie qui a très mal tourné, parce que nous étions à Malaga au premier rang, toute la famille, et le taureau a défoncé le picador en passant sous le matelas, et c'était un spectacle qui m'avait bouleversée. J'étais vraiment révoltée, et donc j'ai, dans ce contexte de lutte, voulu comprendre qu'est-ce qui pouvait emmener l'homme
dans une boucherie pareille. Et donc j'ai été 5 fois à Séville, en logeant presque, même une fois dans l'hôtel où dormaient les toreros. Et ça a été vraiment pour moi une découverte de pouvoir passer d'un jugement qui était lié à un choc de petite fille à, je vais dire quelque chose d'horrible, mais à une compréhension totale. Parce que je parle espagnol et à côté de moi, il y avait quelqu'un qui m'a traduit un peu ce qui se passait, parce que le taureau rentre et tout le monde crie « Malé taureau, malé taureau !» Et puis moi je me dis « Mais pourquoi malé taureau ?» Alors on m'expliquait que c'est parce qu'il avait déjà vu l'homme à pied. Un taureau, pour la corrida, ne peut certainement jamais avoir vu un homme à pied, parce que sinon il réagit différemment. Et donc je suis rentrée dans un espèce de folklore local, j'ai compris ce qu'était d'élever des taureaux, j'ai lu pas mal de choses, j'ai observé les tauromachis à cheval, à pied, j'ai vu 2 fois encorné qui retournait avec le même taureau, et qui est parti en ayant fini sa tauromachie, mais doublement blessé. Et je me suis rendu compte que ça faisait partie d'un folklore ancestral, d'une violence incroyable, mais on finit par croire que le taureau est né pour arriver là et pour repartir encore plus fier quand on rentre dedans. C'est insupportable au premier coup d'œil, et après on rentre dedans, parce que il y a surtout la fin de la tauromachie où tout le monde est là, les instruments de musique se mettent en route, et puis on est là, la bouche ouverte, et on voit le torero qui frôle la croupe du taureau, et ça devient un tango pour 2 morts possibles. Il y a des attouchements et une proximité. Bon, vous me direz, évidemment, il faut rester lucide, il est épuisé, il a des banderies, il a été malmené, le bout de sa vie, sa langue sort et tout. On est lucide avec ça, mais en même temps, on voit ce rapprochement, et qui est aussi très dangereux pour l'homme. Et bon, ça finit inéluctablement par l'épée cachée dans comment on appelle, la cape, j'ai oublié. Et puis la mise à mort, c'est terrifiant, mais on rentre dedans. Et je suis rentrée dedans. Vous êtes une révoltée. Je suis révoltée, mais j'ai compris, si je vivais sur place, si j'étais née là-dedans, j'ai compris ce qui peut mener des gens à faire ça. Et alors, c'est intéressant parce que j'avais aussi fait un palio, et j'ai assisté au palio, tout devant, et j'ai suivi le cheval qui avait perdu son cavalier jusque dans l'église où il est baptisé. J'ai vu tous ces gens se jeter par terre en évoquant la Vierge, tous les gens qui avaient gagné, qui étaient du quartier, c'était le cheval qui représentait le quartier, pour faire court, et j'ai vu la foi dans tous ces gens, c'était extraordinaire, c'était vraiment extraordinaire, et en même temps d'une violence insoutenable, d'où la pièce Le Palio, qui était une des premières dont j'ai été vraiment très fière, mais c'est un cheval qu'on va abattre, donc voilà. Et alors après, quand on regarde les statistiques de ces gens qui vivent dans des endroits où il y a beaucoup de folklore un peu très même violent, on se rend compte qu'il y a moins de criminalité, parce que ça canalise la criminalité d'une autre espèce, à savoir la violence, les viols et tout ce qui s'ensuit. Donc quelque part, je ne vais pas dire que c'est nécessaire, mais on comprend mieux. Quelle imagination aussi va naître de toutes ces expériences. Ah oui, évidemment. Évidemment, parce que bon, c'est la forme, bon, je fais des croquis, je fais beaucoup de photos. Oui. Il y a même une fois où j'étais installée pas loin de la presse, visiblement, parce que dans le journal local, il avait à quelques degrés près la même photo que j'avais prise, à savoir le torero qui était vraiment entre les 2 pattes du taureau. Bon, ben voilà. Oui, c'est au niveau du mouvement et de ces photos que je mitraillais, donc ça donnait... J'ai fait beaucoup de photos en moteur, et donc on voit les axes principaux du mouvement, parce que ce sont les plus obscurs dans la photo, et du coup, moi, ça devient mes bâtons
Voilà. mes axes de soutien pour une nidification plus grande, et c'est là-dessus que j'appuie mes plaques en cire. Donc c'est un peu comme construisent quand il y a des échafaudages qu'on voit dans les pays asiatiques. Mais c'est un peu le même procédé que j'utilise pour installer mes pièces. Il faut que l'assise soit très Oui, bonne. il faut que l'axe central Voilà. soit vraiment le plus important et le plus fort. Et c'est comme ça que petit à petit, d'ailleurs, j'ai été... il y avait ces axes centraux, et je me souviens d'une femme que j'ai faite, et ça a duré 1 mois, j'enlevais, je remettais le bras, j'enlevais. Et petit à petit, j'ai fini vers l'abstraction, parce que l'axe était tellement juste qu'il n'y avait plus besoin de bras et d'autres choses, tout était dit dans le tronc. Et c'est comme ça qu'on glisse petit à petit, je dirais à force de superflu, vers quelque chose de plus essentiel, de plus centré, de plus significatif. Le monumental est apparu quand chez vous? En fait, assez vite. Je me promène beaucoup dans la forêt et je suis consternée par les effets des tempêtes sur la forêt de Soignes, qui est vraiment à 100 mètres de ma maison. Et il y avait une tempête, je pense que c'était en 2002, mais qui était d'une violence incroyable, tous les arbres étaient tombés. Bon, c'était la première, hein, il y en a une série après. Mais c'était la première qui m'a fait partir dans l'abstraction. Il y avait sur le sol comme une pelure de banane, mais elle avait 7 mètres de long. Et il y avait tous les arbres qui étaient partis en vrille. Et ça faisait comme des spirales avec toutes des pointes vers le ciel. Et j'ai été voir les responsables pour voir si je pouvais prendre cette pièce et travailler à partir d'elle, mais c'était très compliqué. Par contre, un peu plus loin, il y avait, quelques jours plus tard, cette pelure de banane que j'ai transportée et que j'ai hydraté, déshydraté, appuyé avec tout le poids sur enfin bref, pour finir, la forme a changé et c'est devenu self-made, ma première grande pièce de 7 mètres. Vous parlez des arbres, ça me fait penser à une forêt que nous avons visitée à Majorque, une forêt qui avait brûlé. Oui. C'est épouvantable à voir. Ce sont des fantômes qui sont là dressés, calcinés, noirs. Et pas plus tard que cet après-midi, on a reçu une photo des amis qui habitent pas loin de la forêt des géants en Australie, qui est en train de flamber pour le moment. Donc c'est vrai, je vous montrerai les photos, c'est étourdissant. En 2017, nous étions dans les incendies dans le Midi. Ma fille était restée à la maison, nous étions dans une maison à Ramatuelle. Et une amie d'Hong Kong ce jour-là, j'avais parlé de cette promenade, arrive de pas loin. Et je lui dis, viens, on va faire le sentier dont je t'ai tellement parlé. Et on descend pour aller à la Bastide Blanche par un petit sentier. Et ce jour-là, il y a très peu de gens. Et je dis, bon, je parle à quelqu'un parce qu'on voulait échanger un morceau de bois pour s'appuyer, un bois flotté. Et il me dit, mais c'est normal parce que c'est danger numéro 4 aujourd'hui, où je sais pas, les riverains peuvent, il n'y a que les propriétaires qui peuvent aller à la plage. Et donc, chose incroyable, je lui dis, viens, je te montre le cap Taïa. Et on marche jusqu'au cap Taïa, qui est vraiment au bout d'une langue attachée à la Bastide Blanche. Et au bout du cap, qui était luxuriant, tout à coup, mon mari me dit, il y a le feu. Il sort de ses chaussures, il court comme un malade, il dit, appelle Mathilde. Mathilde était dans la maison. Et j'appelle Mathilde, je dis, surtout ne bouge pas Mathilde, il y a le feu. Et elle me dit, maman, tu racontes n'importe quoi, maman, je vois rien. Je te demande de ne pas bouger, papa arrive. Et c'est vraiment une petite fumerole. Le temps qu'on court, qu'on passe la petite bande, parce que c'était une presqu'île, qu'on arrive à la plage, c'était devenu vrombissant. Et nous avons couru le feu au derrière, pour m'exprimer poliment. Et au début, moi, je marchais, je ne me rendais pas compte. Et on courait vers l'escalier, et il y a beaucoup de photos de ça. Et j'étais assez cool, en fait, parce qu'il y avait la mer à côté. Mais c'est ridicule, parce que l'air monte à 400 degrés, et c'est pas du tout un refuge, à moins de nager à 400 mètres. Et donc, mes copains me disent, cours, cours. Et tout à coup, il y a les rochers qui sont plus plats, et
Et le feu est là, contre. Et on voit, parce que les rochers, il y a un changement de relief, et j'entends un bruit, mais le bruit du feu, mais effroyable, vrombissant. Là, j'avais des petites claquettes, on commence à courir comme des fous, on voit les Canadaires au-dessus de nous, un va-et-vient, c'était apocalypse, nous. Une fumée pas possible, on court, on était quelques-uns, dont la personne avec qui on avait changé le voie flottée. Donc tous les riverains étaient là, dans une course folle. Et mon mari, entre-temps, avait été chercher ma fille. Il nous attendait à l'escalier. On a ramassé tout le monde, la Volvo, il y avait 14 personnes dedans, je crois. Et on a été en hauteur, et on a vu les dégâts. Pendant 2 nuits, on n'a pas pu dormir là. Et le lendemain, j'ai bravé les pompiers et les interdictions pour prendre les bagages de nos amis, qui n'ont jamais, finalement, ils n'ont jamais dormi chez nous. Et on a sauvé les ordinateurs, je n'avais pas fait mon backup, pris les valises, et on s'est installé 2 jours à côté. Et le lendemain, moi j'avais un ami arbre. Tout ça pour en venir à ça. Je me disais, j'espère qu'il n'est pas mort. Je m'en foutais de la maison, complètement. Et l'ami arbre. Mais l'ami arbre, je vous jure que c'était authentique, il me prenait pour une dingue, mais l'ami arbre, il fallait qu'il tienne. Il était sur le chemin d'accès. Et le lendemain, c'était terrible, parce qu'on a pris notre petit Zodiac et on a longé là. Évidemment, j'avais les yeux tout rouges. Mon mari et moi, on pleurait. Tout était mort. Depuis Gigarou jusqu'à l'escalier, tout était noir. Et on a mis le Zodiac à la Bastide et on a pris notre petit chemin. Et je me souviens, on était en maillot, j'étais toute noire. Il était par terre, éclaté. Il avait la couleur de l'aluminium. Et il était là, mort, éclaté. Je pleurais. Je me suis dit, mais il est encore plus beau comme ça, c'est terrible. C'était un vieux pin qui avait je ne sais pas combien d'années. Mais que j'avais embrassé, j'avais passé 1 heure avec lui. Chaque fois que je descendais, que je remontais, c'était une demi-heure. Tous les amis m'ont prise en photo avec lui dans mes bras. Il a eu une maladie et je bouchais avec amour tous les pieds, je lui parlais. Et chaque fois, je montais au-dessus, je disais, donne-moi ta sagesse, ton immobilité, ta façon de voir. Moi, je suis déracinée, je cours tout le temps. Donc, je disais, comment tu fais pour être enracinée? Et on discutait, ça chauffait. Les mains chauffaient. Je te raconterai tout, comme ça, tu voyageras, mais donne-moi tes racines. Et on faisait un deal. Et, oh, mais qu'est-ce que je l'aimais. J'ai pris plein de photos, et puis j'ai travaillé un peu, j'ai pas mal de dessins de ça, où je mets une feuille, et je dessine au-dessus de l'arbre, et l'arbre passe à travers la feuille. Et voilà, j'ai mis ma main, j'ai continué des lignes de main, ce sera peut-être au mur, le 24 février. Et ça fait 2 mètres. C'est une main avec les lignes de la main qui continuent dans une branche, dans une feuille. Et mais je l'aimais trop. J'ai toujours les photos. J'ai jamais rouvert. Sauf pour quelques dessins, mais c'est un dossier qui est fermé. Et j'ai vendu la maison. On est sorti de la maison pour d'autres raisons aussi. C'est pas que pour ça. Parce que j'ai eu l'occasion d'y retourner et tout repousse. Pas les pins parasols. Et le Cap Taïa est toujours obscur, noir. Alors que c'était dingue. Je sais pas, quand ça chauffe, il y a des graines qui sautent, et c'est comme ça qu'elles ont enflammé l'île, enfin la presqu'île, parce qu'avec le Mistral, elle pète avec la chaleur et le feu s'expand. Mais bon, les terres brûlées sont les plus fertiles, mais seulement il faut quand même des graines, quoi. Donc les pins parasols, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais en tout cas, tout ce qui est petit a déjà repoussé. Donc c'est vert maintenant aujourd'hui. Mais oui, le feu, c'est quelque chose. Et chez moi, c'est à flamber 3 fois. Donc je sais ce que c'est, ça me fait très peur. Et je l'utilise aussi beaucoup. Voilà, c'est ce que j'allais dire justement. Voilà. Oui, pour revenir à notre conversation. Vous êtes une déracinée, mais vous enracinez l'art. Oui. Parce que c'est tellement monumental qu'on ne sait pas le transporter où on veut. Non, c'est clair. Vous le déposez et voilà, tu te poses.
c'est ce que j'allais justement dire. Ouais. Vous fouillez le feu d'un côté pour le rattraper de l'autre Ouais. chez le fondeur. Oui, quelque part, oui. Oui. Ouais. Mais bon, je devrais changer le médium parce que c'est très polluant, c'est une chose. Mais j'utilise quand même la cire perdue, donc je réutilise tout le temps mon matériel. Mais il faudrait que je trouve des solutions pour ça parce que il chauffe quand même à 1000 degrés. Il faut quand même savoir que je contribue à tout ce réchauffement et que c'est pas bien. C'est rien à côté du volcan qui explose. Hein. Non, non, c'est clair. Mais Il ne faut pas culpabiliser non. trop non plus. Hein. Non, 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 il ne faut pas trop culpabiliser, mais je réfléchis. Et dans mon atelier, il y a toujours ce monticule de plastique dont j'ai décidé avant le 24 février de l'utiliser complètement. Et ce qui est incroyable et ce qui est occupé à se passer, c'est incroyable. Je ne l'ai pas provoqué, c'est venu comme ça. Enfin oui, forcément j'en suis à la source. C'est qu'il y a des morceaux que j'ai ramassés dans la mer parce qu'après ce feu, j'ai décidé, suite à des choses qui me sont parvenues, des messages lors de promenades, de ramasser tout ce qui traînait par terre près de l'eau. Et donc j'ai commencé à prendre tout ça, des morceaux de plastique, des talons de chaussures, j'ai gratté, j'ai soulevé les bois flottés. En dessous j'ai vu que c'était pas du sable, c'était plus du sable, c'est de la frigolite, donc c'est carrément des petites boules en frigolite. Donc j'ai ramassé des appuis-têtes, j'ai ramassé des choses invraisemblables, parfois avec ma fille, parfois avec mon mari qui portait tout ça, et en mettant ça sur mon paddle, en me débrouillant, en ramenant ça, en emmerdant tout le monde. Mais bon, il se fait que maintenant ces objets me donnent des idées. Et donc ils ont été moulés, et je pense en particulier, pour être précise, à un talon de chaussure blanc qui doit dater des années 60, et je l'ai utilisé avec d'autres choses, en modulant, parce qu'il faut bien se dire que je suis en face d'un immense jeu de Lego. Il faut mettre tout ça ensemble, il faut ramasser toutes des plaques en cire que j'ai recyclées, des vieilles plaques en cire donc, qui ont certaines formes et qui sont poncées, tout est à portée de main, je mets ma musique, et puis il y a une machinerie invraisemblable qui se met en route, que je ne contrôle pas, et qui dit, bon ben voilà, tout ça se met ensemble, et le morceau de talon a été réutilisé 3 fois. Dans 3 sculptures différentes et qui sont un peu africanisantes. Et ça s'est appelé bec blanc au début parce qu'avec la fonderie, il fallait s'organiser. Et puis je me suis dit, je vais dire blanc bec, parce que je trouve ça très drôle avec tout ce qu'on ne peut plus dire à propos de l'Afrique. On doit faire attention à tout ce qu'on dit. Et l'autre jour, je disais à une copine, je parlais d'une copine, je disais, elle a des lèvres pulpeuses magnifiques, des lèvres de bougnoule. Mais dans le temps, c'était pas grave de dire ça. Maintenant, avec tout ce qui se passe, l'exacerbation de tout, de toutes les différences, on ne peut plus rien dire. Je me suis dit, hey, c'est trop drôle, je vais appeler ça blanc-bec. Non, blanc-bec. Mais bon, j'ai envie d'utiliser tous ces morceaux dans des têtes pour retourner quelque part. Au début, j'étais très fâchée du confinement. J'étais vraiment en violence. Et j'ai fait des têtes au début, des têtes de cons. Puis je me suis dit, merde, moi je ne fais pas partie de ces cons. J'ai pas de gueule, il faut appeler ça autrement. Et je me suis dit, bon, c'est facile de détester, de devenir misanthrope. Mais bon, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? Ils le disent très bien dans le film. Ce film que j'ai vu hier, Animal, il m'a vraiment emporté, presque mieux que Demain. Demain, proposer des solutions, le film Demain. Mais Animal, on était 3 dans la salle, c'est-à-dire nous 3. Et j'étais triste de voir qu'il n'y avait que 3 personnes, mais ils nous demandaient de nouveau des animaux. Pas dans le sens de la violence, des loups et des félins qui jouent avec des animaux avant de les mettre à mort. Non, dans le sens de sentir. Sentir où on est, l'instinct, sentir la terre. Ça, vous l'avez déjà fait étant jeune, souvenez-vous. Oui. C'est comme ça que ça démarre. Exactement. C'est par la terre. Tout le monde doit redevenir un peu comme ça. Moi, j'ai cette chance parce que j'ai survécu vraiment à plein de trucs parce que je suis proche de tout ça tout le temps et que je me connecte. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance dans leur éducation d'avoir ça. Et aujourd'hui, je crois que les solutions vont venir, pas en faisant du greenwashing, enfin c'est mieux que rien, mais plutôt
en s'ancrant mes enfants à leur petite mesure, parce qu'ils ont été versés là-dedans, je veux dire, très modestement grâce à nous. Il y en a une qui essaye quand même enfin qui réussit assez bien, elle a la marque Yuma, elle fait des crackers à base de cricket, et ça commence à vraiment bien marcher. Je suis très fière d'elle, parce qu'elle elle a fait des études de psychologie, elle a décidé de manger de la viande, c'est vraiment pas bien du tout, quoi. On le voit bien aussi dans le film Animal, c'est très violent, ça pompe un maximum de choses, ça provoque des gaz, c'est violent dans la manière dont on tue l'animal, enfin c'est générateur de beaucoup de choses négatives, et j'en passe. Et donc au terme de ses études de psychologie, il s'est dit mais je vais voir pourquoi l'Orient est capable de le faire et pas l'Occident, je vais y aller petit à petit en mettant d'abord 3% d'insectes et petit à petit éduquer les gens à faire ça, plutôt que manger de la viande. Et ma fille elle fait à Saint-Martin du biodesign. Donc en étant immergée là-dedans et en étant un peu animale, mais sans la violence, je précise, parce qu'elle est occupée à monter, il ne faut surtout pas être violent, et rester dans l'amour, petit à petit qu'on va trouver des solutions. Dans ce film, il y a un monsieur qui m'a marqué, vous le verrez, il parle du PNB, de toutes ces valeurs, de la crise, de la mondialisation, de trucs assez mathématiques. Après, il met tout dans des chiffres, mais il dit que les deux choses les plus importantes, c'est la santé et le social, être aimé et aimer et être aimé, et en bonne santé pouvoir le faire. Il dit que c'est les deux secteurs qui sont les plus malmenés, mais c'est la base de notre bonheur. C'est donc essayer de remettre l'argent que toutes les firmes pharmaceutiques ont gagné avec les vaccins dans quelque chose de décent pour le personnel soignant, et tout va suivre, et surtout remettre quelque chose de sensé et intelligent dans l'éducation pour que nos enfants puissent avoir accès à tout ce qui est nécessaire, à savoir justement être dans la nature, se soigner avec elle et grandir dans l'amour. Donc je crois que ces deux choses-là sont vraiment importantes aujourd'hui, et en développant très modestement mes petites têtes à ma petite échelle, c'est ce que j'essaie de dire. J'en parlais tout à l'heure avec mon galeriste juste avant, on réfléchissait au titre de l'exposition, et je trouve que singularité est un bon titre, parce que tous à notre petite mesure, à notre toute petite mesure même, on peut faire quelque chose, tous des petits gestes. Moi je les ai vus, ces gens dans ce film, ils nettoient la plage, et du coup les enfants ils grandissent pas sur un bidonville, c'est à Bangkok je crois, enfin je sais plus, enfin de toute façon c'est tellement commun à tout l'extrême-orient, c'est crassier, qu'il y a des rivières de détritus, je les ai vus, en Cambodge je les ai vus, dans plein de pays, c'est terrible, mais cet homme il a nettoyé sa petite plage, et tous les enfants maintenant, ils se disent mais c'est plus gai de grandir sur une plage, et donc ils mangent plus, ils prennent plus des bouteilles en plastique, ils ont leur gourde, donc ça peut commencer par ça, plus acheter les bouteilles en plastique, juste avoir sa gourde. Il y a des gourdes qui sont dingues, elles gardent le chaud jusqu'au soir, c'est un petit geste à notre petite dimension. Moi j'ai voulu être journaliste, j'ai voulu travailler pour le commandant Cousteau, et puis travailler pour les Géographiques Magazine, et bon ben voilà, le hasard a fait que bon, je suis devenue sculpteur à ma petite dimension, et voilà, j'essaie de récupérer les déchets pour les mettre dans des têtes, et peut-être générer, par les formes que j'ai ramassées, elles ont généré une créativité énorme, mais peut-être qu'aujourd'hui on peut, avec ce continent en plastique et tout ce qui traîne, générer des nouvelles créativités. Il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Je pense à C2C, qui récupère tout le plastique et qui scie, la mer. Ils font des lunettes, ils font des tas de choses. Maintenant, on travaille un peu plus la couleur dans le plastique. On essaie de dépolymériser pour refaire du plastique et de certaines couleurs. Donc il y a énormément de choses qui sont à ce niveau-là, et nos enfants font les choses déjà maintenant super bien. Et voilà, tout ça pour dire que j'ai appelé ça singularité, et que dans la singularité, évidemment, c'est aimer chaque personne, surtout pour sa différence.
Mais vous n'avez Surtout jamais pour ça. culpabilisé justement devant cette dérive. Parce que malgré tout, c'est notre génération Oui. qui a créé tout ça. Ah ben oui, évidemment. Moi, quand mes enfants à table me disent, maman, ils avaient écouté le rapport du GIEC, on était par hasard tous les 5 ensemble. Ma fille a 25 ans, à ce moment elle était avec quelqu'un, elle m'a dit, je veux surtout pas faire d'enfant là-dedans. Et pourquoi t'ont laissé faire ça? Vous avez tout cassé. Oui. Elle nous a vraiment incriminés. Parce qu'on a été pris dans un système sans être aveugle, parce qu'on a voulu tous avoir plus. Après avoir vu le film, on est passé, on a vu toutes ces magnifiques guirlandes comme ça en plastique qui tombent. On a été du coup très sensibles. On veut toujours plus, nous les hommes. On veut toujours plus, mais maintenant on a été trop loin. Même, je ne vais pas parler de l'informatique et de la numérisation, mais c'est carrément aberrant, on travaille pour Google, quoi. On est les esclaves de Google et on s'en rend même pas compte. Dès qu'il y a dès qu'il y a une mise à jour, moi je les évite. Un jour, par hasard, après 400 jours, j'ai cliqué sur mon ordinateur parce que je cherchais une photo. J'ai cliqué sur mise à jour, je vous jure. Je n'ai pas cru. Mon petit Apple, là, mon petit Mac, il a commencé à faire brrr. Et puis plus rien, il est mort. J'avais réussi à tenir 400 jours sans mise à jour. Parce que je ne veux pas travailler pour Google. Je refuse ça. Donc maintenant, nos enfants sont devenus esclaves de ce truc. Il faut être sensé. Il faut avoir des éducateurs de numérique et dire voilà, accéder à la connaissance, c'est merveilleux, mais surtout ne devenez pas dépendants. Il y a des gens qui se suicident parce qu'ils n'ont pas de like. Je veux dire, c'est devenu complètement... On ne contrôle plus ce qu'on a créé. Et pourtant, c'est extraordinaire, on ne va pas cracher dessus, c'est juste extraordinaire. On a envie de savoir qui était ce monsieur Pasteur. Tout de suite, on rentre dans un monde extraordinaire. Donc, voilà, on n'arrive plus à contrôler. On est en décadence. Comment allez-vous vous canaliser? Parce que c'est un risque de s'éparpiller dans l'imagination. Ah oui, c'est un risque. C'est un risque. Mais là, Il faut vous recentrer. J'ai mes petits Legos Oui. et je vais dans la nature. Mais je devais accorder ce chapitre à l'homme. J'ai commencé par ça. Et maintenant, je sens que j'ai vraiment le besoin de faire ces gueules. Je ne pouvais pas faire autrement. Et je vais reglisser vers ça. C'est une évidence. Je vais continuer dans la nature parce que c'est là où je me sens le mieux. Mais j'avais besoin de ce chapitre. De ce cri. Oui, j'ai besoin de ce cri. C'est vraiment un cri. Et je veux sortir, c'est un challenge que je me suis mis, je veux sortir ça de mon atelier d'une manière intelligente. Ce sont des sculptures qui sont à l'étage. Il y a déjà aussi, oui. C'est encore autre chose peut-être. Oui, oui, c'est toutes des gueules avec du plastique dedans. Oui, voilà. Et parfois il y a des gueules où le plastique a simplement fait un trou. Donc je l'utilise vraiment comme outil. Et il y a des éléments de plastique qui sont devenus des basiques de ma création. Tout comme quand je sculptais cette racine où il y a un grand trou dedans en 2004, qui est en fait une racine de bois d'olivier, ou plutôt un nœud d'olivier, je l'ai travaillé avec le bois, pour donner la définition du bois. Donc je grattais la terre avec le bois. C'est logique. Maintenant, j'ai fait des trous dans les têtes avec le plastique, pour dire la tête humaine, parce qu'on est imbibé de plastique. Quand on ouvre le ventre d'un dauphin, d'un cormoran, il n'y a que du plastique. Donc maintenant, stop, quoi, ça suffit, il faut arrêter le plastique. Quand on va en montagne, maintenant qu'on casse une roche, on découvre un coquillage. Oui. On découvrira du plastique dans quelques millénaires. Voilà. Je ne le souhaite pas, mais c'est fort probable. J'ai ramassé déjà... La nature va peut-être réincorporer. Oui, c'est dingue, j'ai ramassé des morceaux qui avaient déjà été digérés et rouillés. On ne sait même plus ce que c'est, mais on devine qu'il y a une forme systématique dans le fer qui est incrusté dans on ne sait pas quelle substance sablonneuse. Et on voit une forme toute ronde, et on imagine qu'il y avait un écrou dedans. Donc ce mélange entre le systématique et l'organique, il est fascinant. Je pense que, bon, le plastique, c'est quelque chose, mais qui sort de quelque part. Oui. Ça a été créé par l'homme, par des éléments venus de quelque part. Oui. Moi, je pars du principe que la nature va redigérer les choses. Fort probablement. Oui, c'est la seule solution. Mais ils ont déjà trouvé, il y a une équipe d'étudiants aux États-Unis, je crois, ils ont découvert un champignon qui était capable de le détruire, le plastique. Donc, je crois que ça va arriver, mais bon, maintenant, ces talons des années 60 là, que j'ai trouvés au bord de l'eau, et qui visiblement étaient dans la strate supérieure de déchets,
Donc il venait d'être apporté. Et dire qu'il y a une pauvre qui a couru après ce talon parce qu'elle en avait perdu. Il n'était pas du tout digéré. Oui, oui, pour le côté drôle, oui, quelque part. Pour le côté drôle, elle a dit, zut, j'ai perdu un talon. Ah, elle a peut-être fini à pieds nus. Voilà. Et tant mieux. Donc, la terre, c'est tout au début. Oui. Il y a eu le dessin qui est venu par après. Mais Oui. quand est-ce que vous foncez vers la matière dure, c'est-à-dire le bois, il est tendre, mais quand est-ce que vous allez foncer vers la pierre, qui peut être tendre aussi, mais vers le métal? Quand est-ce que le métal vous attire? Alors c'est amusant parce que je faisais des gueules à l'époque. J'adorais tous les mouvements faciaux et surtout les gueules particulières. On peut dire à la Daumier. J'étais intéressée par la plastique musculaire et l'expression, l'émanation de l'âme. Et il y a la clinique du docteur Guillain à Gand qui s'est penché fort là-dessus. Il y a un certain monsieur Lavater aussi. Donc comme je sortais d'une période de portrait, j'étais fort intéressée là-dessus, à part ça. Et une amie vient chez moi et me dit, c'est beau, il faut que tu rencontres Paula Swinnen. Et Paula m'a emmenée à l'atelier de sculpture et depuis 30 ans, on est des guerrières ensemble dans le métal. En fait, ce qui m'a fascinée avec le métal, c'est très égotique, c'est qu'on passe de la cire qui va être perdue à quelque chose qui va nous survivre. Et c'est très exaltant, évidemment. Et le moment où on arrive, où on a apporté un truc brinque-ballant qui tient sur des échafaudages en bois, et pour y aller, on a dû éviter, on roulait à du 2 à l'heure sur tous les topes. On arrive là à la fonderie quelques temps plus tard et on voit sa pièce dure qui va nous surmonter, nous survivre. C'est incroyable. Et surtout travailler le bronze. C'est pour ça que j'ai de la peine à quitter ce médium, parce que c'est comme du beurre. On disque avec du 80, puis petit à petit, on monte dans la finesse du grain, et on arrive à donner quelque chose qui est comme du velours, quoi, avec un grain 400. Et le fait en plus, la pièce qui était rugueuse, quelqu'un peut la capter par le toucher, c'est juste extraordinaire. De le faire, et puis surtout de parvenir à transmettre cette caresse. Pour moi, c'est très... Et alors, ce qui était incroyable, c'est qu'au début, quand je suis rentrée dans l'abstraction, je faisais que des formes qui ressemblaient à des coquillages. Mais alors, il faut savoir que la coquille du coquillage, c'est un mollusque qui rentre et qui sort, et plus il grossit, plus il grossit sa carcasse, sa carapace, sa coquille, parce qu'il met du dépôt, et puis petit à petit, il y a des lignes qui se forment dans la coquille, et moi, sans le savoir, j'avais trouvé un système pour faire grossir ma plaque. Je raclais de la cire plus ou moins molle, et ça faisait agrandir la courbe aussi, donc j'utilisais un peu le même système que le mollusque. Ça prenait des plombes, mais j'arrivais à une surface toute linéaire, tant et si bien qu'un jour, j'expose une partie de la pièce qui était sur la table lors de notre dernière interview, qui s'appelle Zorg, et il y a un étudiant qui dit « Mais vous avez utilisé des algorithmes pour faire ça ?» Je dis « Non, mais pourquoi ?» Parce que c'est impossible de faire ça comme ça. Et je dis « Mais moi, j'ai une méthode qui fait que je racle, je suis arrivée à ça, mais sans vraiment réfléchir, avec ma musique, mon truc, mon machin, je suis arrivée à une espèce de forme qui ressemble un peu au chapeau du pape, la myrte, à quelque chose de linéaire qui monte comme une coquille, comme une fusée, comme une partie de toupie. C'est absolument indéfinissable, mais ça a donné des orgues. Ça me fait penser aussi ces caresses que vous développez là, pour la formation de la matière, à un travail d'un autre sculpteur qui est Martin Guyot,
Ah oui. Martin Guyot, donc c'est un monsieur de la région de Charleroi, mais qui est dans le gigantisme. Oui. C'est-à-dire il a fait des anneaux qui ont presque la largeur de la pierre ici, de la pièce ici, d'une hauteur facilement d'1 mètre chaque fois. Et il y a environ une dizaine d'anneaux qui ont été superposés. Ah oui. C'est gigantesque. Mais encore une fois, ce sont tous ces motifs qui ont été faits dans la cire, je me souviens. Ouais. Ces caresses, ces 12 caresses qui ont donné naissance à ce phallus incroyable. Ça, c'est génial. Ah oui, j'aimerais bien le voir. Ça se trouvait, cette sculpture-là, devant un bâtiment du ministère des Finances près de la gare du Sud à Charleroi. J'essaierai de vous montrer une photo tantôt. Ah oui. Mais voilà, mais c'était impressionnant. Quand on voit un petit peu les caresses qui peuvent donner naissance à ce genre de choses. En fait, c'est pas contrôlable, parce qu'il y a un truc, parfois je me demande pourquoi c'est grand. Parce que la vague était dans le jardin, vous vous souvenez? Elle était petite, elle traînait là, et puis il fallait qu'elle soit plus grande, quoi. C'était pas une forme finie tant qu'elle était dans cet état. Il y a des formes qui sont faites pour être plus grandes. Et c'est un appel, c'est pas le cas de tout, mais elles contiennent une espèce de, je crois, de chiffre d'or ou de proportion qui correspond à ces chiffres-là, ou quelque chose qui existe depuis toujours. Je ne sais pas, et par hasard, nos mains fabriquent ça, et ça a besoin de devenir plus grand. C'est quelque chose de particulier. Un énorme diapason. Oui. Probablement, oui. Il y a une sonorité, une fois que vous toquez dessus. Oui. Le son, c'est peut-être pareil. Qui peut changer d'un volume à l'autre, évidemment. Oui. Tu avais déjà des effets toc-toc? Oui, j'ai déjà été soignée par le diapason. Oui. Par la vibration du diapason. Le son était incroyable. Ma fille étudie ça à Sint-Maarten maintenant, au design. Les plantes sont hypersensibles au son et seraient peut-être capables d'absorber une partie de la pollution. Il y a tout un travail de scientifique qui est là-dessus pour le moment, enfin des scientifiques qui se penchent là-dessus. Et c'est juste passionnant. Moi, si je pouvais recommencer les études de ma fille, le biodesign, ça n'existe que depuis 2 ans, donc les étudiants viennent de sortir. Alors elle me parle quand elle revient, là, elle va bientôt revenir, elle me raconte tout ça, mais moi je suis agitée. La nature est beaucoup plus forte que nous, mais quand est-ce qu'on comprendra ça? Et quand est-ce que vous découvrez cette vibration intérieure? Oh, c'est tellement... À quel âge vous voulez dire? Oui. Parce qu'on se dit, tiens, mais je ressens quelque chose, je ressens à nouveau, et il se passe quelque chose. Quand est-ce que ça prend naissance, cette conscience? Oh, mais toute petite, quoi. Avant de monter à cheval, parce que je montais à cheval très tôt, mais même avant de monter à cheval, je ramassais tout. Je ramassais tout. J'ai même trouvé un silex du paléolithique dans le terrain de tennis que le voisin construisait à côté de chez nous, à Rode-Saint-Genèse. Je l'ai apporté au cours d'observation, malheureusement il a été volatilisé, mais il datait du paléolithique, qui était grand comme ça. Donc je ramassais des petites pierres. Et ça vous parlait, ça? Mais tout me parle. Tout me parle dans la nature. Quand je me promène avec des amis, ils me disent, mais toujours, mais comment est-ce que tu vois ce truc-là? Il y a une attirance automatique. Oui, automatique. Mais je sais que je vais y retourner, parce que je ne suis pas assez dedans maintenant. Bruxelles, c'est pas bien. Pour le moment, la Belgique... Non. Alors, l'époque du cheval, c'est captivant aussi, ça. Ah, mais oui, c'est captivant, parce qu'on devient cheval. Surtout les petites filles, elles deviennent des chevaux, quoi. Elles rentrent dans le monde du cheval complètement. Oh, j'étais absorbée par ça. La chaleur aussi. Je dis que je peux les dessiner encore maintenant, les yeux fermés, dans toutes les positions. Et c'est un amour fou quand on a un cheval. Ça devient nos jambes. Ouais, Fausse, il a été mes jambes. Et un jour, ma fille, qui était à 4 pattes, je tirais sur le lac à mort et je dis, mais pourquoi il ne bouge pas? C'est incroyable, c'est pas son genre, il est blessé, ou comme ma fille était entre ses 4 jambes. Donc, quand je me perdais, il me ramenait. C'est un truc extraordinaire. Quand il est mort et qu'on me l'a annoncé, mon mari était à côté de moi, il a cru qu'on annonçait qu'un enfant était mort. C'était d'une violence inouïe que d'entendre ça. Je galopais encore à cru 15 jours avant. Donc c'était mon trait d'union avec la nature, vraiment. J'ai adoré ce cheval. J'ai pas pu en avoir un autre après, même en ayant cherché le petit enfin
le poulain de la même mère, j'y suis pas arrivée. Je l'ai appelé faune et c'était pas la même chose. Donc j'ai diminué, je monte moi, mais c'est pas grave. C'était quelque chose d'important. Et mon chien aujourd'hui, il a 18 ans. Il sera au Guinness l'année prochaine. Mais c'est la même chose. Et je crois que si on a un animal de compagnie, on a un apport qui bientôt pourra être quantifié. Mais je suis sûre qu'il y a des études là-dessus maintenant, mais c'est énorme l'apport d'un ami. Ils en parlent aussi dans le film que j'ai vu hier. Donc voilà, c'est toute petite. Je crois que c'est en ramassant de la terre. Il y a eu cette promenade toute petite où j'ai ramassé la terre. Et je me suis rendu compte que ça pouvait faire des sculptures. Donc ça, j'avais déjà raconté lors de notre dernier entretien. C'est toute petite que j'ai ça, mais dire quand, je ne sais pas vraiment. C'est compliqué. Nous sommes, je veux dire, des promeneurs au bord de la mer. Nous venons d'être éclaboussés par l'écume un petit peu de tous vos souvenirs. On va retomber un petit peu, pas les pieds sur terre, parce que nous sommes au 6e étage. Vous venez de sortir avec les éditions Prisme un ouvrage qui est intitulé sobrement Catherine François. Oui. Quel a été le cheminement pour élaguer dans le cadre de votre carrière artistique certaines choses et ne retenir que ce qu'il y a dans le bouquin? Comment avez-vous procédé? Ça n'a pas du tout été compliqué. C'était d'une logique implacable. Mais chez vous, tout semble implacable. Oui, c'était tellement évident. Tout de suite, j'ai dit à ma maquettiste, Priscille Neves, qui a été très importante dans l'édification du livre, ainsi que Liliane, qui a été essentielle. Toutes les deux ont été essentielles pour moi dans ce procédé. Parce que c'est par les discussions que j'ai pu voir clair dans ma tête. C'est souvent quand on dialogue, même maintenant, je vois clair beaucoup plus clair en parlant avec vous. J'ai dit tout de suite, il faut qu'il y ait 5 tomes. Ça, c'était pour moi essentiel. On prend à la nature, et puis on est un peu sur Terre. 1, 2, 3. C'est les 5. Voilà, on est un peu sur Terre. C'est les 3 du milieu des 5. Et puis après, la nature nous reprend. Donc, et je voulais appeler le livre Made by Nature, ou Nature at Work. Mais les objections ont tout de suite été... le nom suffisait. Voilà. Donc on a mis mon nom, ça... Mais j'aurais préféré, sérieusement, j'aurais préféré qu'on mette ça. Parce que notre petit passage, c'est quoi finalement? C'est pas grand-chose. Bon, moi, je peux dire ça plus facilement parce que mes bronzes, ils vont polluer pendant 100 ans, si on peut dire. Parce qu'il y a une pérennité avec ce que j'ai fait. Mais... Et quelque part, oui, c'est vrai que ça me rassure, mais enfin, c'est pas là la question. Il fallait qu'il y ait ces 5 tomes. Et donc, le fil, depuis toujours, il y avait ces énergies que j'examinais, qui ont été, si on parle de l'abstraction de mon travail, d'abord la dualité, les conflits personnels que je devais régler. Et tout ça, ça faisait partie de la figuration. Quand ces conflits ont été réglés, il a fallu que je rende hommage à la nature. Ça, c'était avec le petit mobile, c'était évident. C'était comme une carapace. Donc j'ai commencé à faire des coquilles. Et des coquilles qui étaient l'infini, parce que je chantais les ondes comme des 8. On donnait, on prenait, on donnait, on prenait. En tout cas, c'était ma vie. Mais quand j'ai ouvert les yeux, plus grand, en 2009, je me suis rendu compte, mais on fait que pomper. Donc ces énergies ne sont plus restées des 8, c'est devenu des érosions, donc des ronds, des trous qui nous amènent à quelque chose d'autre. Et là, j'ai commencé à faire que des érosions, et je me suis rendu compte que ça menait à autre chose, tout en subtilité. Je me suis aidée beaucoup avec beaucoup de littérature, de vibrations. Je me suis rendu compte que le trou, c'était pas grave, que dedans, il y avait le plein. Il y avait cet espace qui ne demande qu'à être comblé. J'ai un peu viré vers la physique quantique, je précise. Alors vous arrivez dans je des ne comprends fractales. rien du tout, exactement. Je me suis amusée avec tout ça. Uberi, enfin, j'ai commencé à lire un peu tout ce qui était pas ésotérique. Hawkins, Vadim Zeland, Transurfing m'a transporté. La théorie de la double causalité, extraordinaire. Ça a vraiment changé ma vie. Concrètement,
le fait de visualiser le positif et de tout de suite chasser le négatif. Même quand tout à coup il y a ces journées où où tout devient négatif, on se dit mais c'est la chasse ici, on prend que des baffes dans la figure, c'est quoi ce qui se passe? Ah ben tant pis, on se dit demain ce sera mieux, mais on vire, on reste pas là-dedans, donc surfer sur la bonne vague. Et donc j'ai fait toutes ces vagues, c'est devenu vibratoire, et c'est là-dedans que je reste. Je suis une petite vague qui essaye avec ses petites singularités de cacher l'enfer. Voilà, non, de provoquer une plus grande vague dans cette conscience collective. Je crois qu'on est tous totalement unis dans cette galère. Et tous les petits gestes qu'on fait, ils font partie d'une immense conscience collective. Et autant on a détruit tout, 60% de la vie animale en si peu de temps, je dirais depuis les années, ils disent dans le film 60, mais c'est surtout depuis la révolution industrielle, mais je ne suis pas scientifique, donc en tout cas on a fait très vite. Et je sais que très vite on peut tout changer, j'en suis convaincue. Regardez l'Arche de Noé, hein. Mais, ils n'étaient pas nombreux, hein. Regardez ce que ça donnait par après. Ils n'étaient pas nombreux, en effet, donc voilà. Mais vous êtes une révoltée, et pourtant quand on regarde l'œuvre que vous avez créée, c'est très apaisant. Mais tant mieux, parce que, je veux dire, moi j'ai voulu mettre, j'en ai plein dans l'atelier, j'ai chiné une roquette, donc comment on appelle ça, une bombe, avec une espèce de fusée comme ça, et je l'ai mis dans le sacrum d'un singe. Et pour moi c'est une œuvre, mais bon, ça mène à quoi? Ça me fait sourire parce que je viens de lire dans la presse, il y a 2-3 jours, il y en a un qui a fait une chute en arrière et il s'est mis ça dans... Ah oui. Oui, c'est ça. Donc vous étiez à l'avant-garde déjà, là, avec un singe. Elle est là dans l'atelier. J'ai fait des trucs épouvantables, mais des trucs vraiment violents. Ça m'a fait du bien au moment même. Et puis je me suis dit, c'est trop facile. Je me souviens, dans les années 92, je ne vais pas dire la galerie, ni l'artiste, ni on s'en fout, mais il y avait un crucifix planté dans une boîte à conserve de poissons. Ça, c'était à la Bruxelles Art Fair. Et tout, il y avait des tripes, il y avait des films où les gens se balançaient des tripes, il y avait... C'était une période un peu, enfin totalement de crise, et c'était une pré-période d'aujourd'hui, on va dire, et très d'avant-garde par conséquent, mais à quoi bon relater l'horreur? Pourquoi est-ce que l'art doit être absolument laid? Qui a défini ces critères? Non, moi je veux vivre avec l'art. J'ai des pièces très significatives qui proposent aux spectateurs un voyage. Voyageons avec l'art. Projetons-nous. Mais que d'horreur, on en a assez des horreurs dans la vie. Je veux dire, la vie est déjà très dure. Pour beaucoup d'autres que moi, encore bien pire. Donc j'ai beaucoup d'empathie, mais j'ai pas envie de mettre de l'horreur au mur, j'ai envie de douceur, voilà. Et tant pis, on dira que je suis manière, je m'en fous de tout ce qu'on dit, moi, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous si on me met dans telle ou telle catégorie, je veux juste être moi et apporter un peu de douceur et de vérité. Je vais faire un petit clin d'œil avec beaucoup d'humour. Oui. Voyager avec l'art, c'est difficile, c'est plutôt un transporteur qu'il vous faudra pour déménager les œuvres monumentales que j'ai vues chez vous, quoi. Oui, peut-être. Catherine, je pense qu'on a passé un très bon moment ensemble. Nous allons atterrir parce que je pense qu'on pourrait continuer. On pourrait continuer, oui, très longtemps. Une autre fois, avec plaisir. Mais je suis très content que vous soyez venu le voir. Merci de m'avoir accueilli surtout. Non, pas de souci. À une prochaine fois sûrement. Oui, merci beaucoup. Au plaisir. Merci Willy.